Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui concerne la semaine à venir puisqu'on a énormément de news très importantes cette semaine. Donc du coup ici, on va vraiment aller en profondeur sur qu'est-ce qu'il pourrait se passer cette semaine et quelles sont les news importantes qu'il va falloir suivre. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le type de contenu peut plaire, etc. de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos. On a à peu près 2 vidéos par jour, une vidéo qui généralement est un point météo sur le Bitcoin, une deuxième vidéo sur une analyse d'altcoin. En l'occurrence, voilà, n'hésitez pas à mettre un like aussi, activer la cloche de notification et éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Ici, qu'est-ce que je vois globalement, on a quelque chose de plutôt encourageant qui est que toute cette correction là ici se fait plus ou moins en bull flag. Alors là, c'est pas flagrant, mais si je me mets en 4 heures, vous allez peut-être ici le voir un petit peu mieux. Vous avez cette correction parallèle là qui s'est mise en place en 4 heures et ça, c'est plutôt une figure bullish théoriquement. Il y a certaines personnes qui l'appellent aussi le free drives, c'est-à-dire trois plongeons consécutifs et ensuite éventuellement on se retourne, on casse un bull flag. Voilà, bon pour moi c'est plus intéressant de l'appeler comme ça. Globalement, ce type de correction parallèle est très intéressante au sens où elle a des targets qu'on peut qualifier ici de pas trop mal puisqu'on serait au 26 643. Vous reportez ici, vous prenez le mât en entier du drapeau, hein, tout simplement, et vous le reportez au bas du fanion au moment de la cassure, d'accord? Donc voilà, quelque chose autour des 26 600. Est-ce que ça va se passer comme ça? C'est pas du tout sûr au sens où on a une semaine où on a énormément de news ici, donc on va essayer de comprendre qu'il peut y avoir vraiment de la volatilité dans les deux sens. D'abord, on va aller faire un tour sur les marchés traditionnels qui ont ouvert là il y a 1h30. Globalement, le Nasdaq avait ouvert baissier et là il est en train de passer haussier tout de suite en fin de journée. Le SP500 a ouvert plutôt baissier et l'US Tech, donc le Nasdaq 100, les 100 plus grosses actions du Nasdaq, lui a ouvert plutôt baissier. Donc globalement, le Nasdaq, ça va être le risk-on. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq? Vous voyez que on a toujours ce gap baissier là, on n'a pas ouvert en gap, là on est lundi, il n'y a pas eu de gap vers le bas, hein. Vous voyez qu'on n'a pas créé de gap à l'ouverture. Mais globalement, on a ici un tout petit gap à venir chercher là entre 169 et on a surtout ce gros gap qui n'a jamais été comblé là pour le moment à venir chercher. Ça permettrait éventuellement de venir faire un retest de cette résistance horizontale là et également éventuellement de retester le biseau là. Donc on peut imaginer que peut-être ici le prix va devoir faire ce mouvement que d'aller chercher ce gap là. Ça c'est important. On a aussi d'autres choses intéressantes à regarder qui sont forcément pour cette semaine l'inflation. Pourquoi on regarde l'inflation? Parce qu'on a un meeting de la Fed qui va commencer demain, qui va se terminer après-demain, et à 20h30, on aura l'annonce du taux à 20h, et à 20h30, on aura la conférence de Jérôme Powell qui va expliquer un petit peu la manière dont il va conduire le navire monétaire des États-Unis, qui est quand même ici qui est la plus grosse économie mondiale. Je pense qu'elle pèse pour quasiment 50% de l'économie totale du monde. Donc ici, il va falloir comprendre que bien évidemment, c'est quelque chose de très important qui va se passer après-demain. Pour le moment, le marché pense que Jérôme Powell va monter de 0,75%, c'est-à-dire 75 points de base, les taux d'intérêt de la Fed, et on a 22% qui pensent qu'il va faire 100 points de base, c'est-à-dire 1% d'augmentation. Donc le marché prendrait plutôt mal le fait qu'on ait 100 points de base d'augmentation, et le marché prendrait plutôt bien, puisqu'il l'a déjà pricé, le fait qu'on ait une hausse de 0,75%. C'est comme ça qu'il faut essayer de voir un petit peu les choses. La deuxième idée ici, c'est que pour moi, ça sera peut-être la dernière hausse, ou en tout cas, ça sera pas loin d'être la dernière hausse. Vous comprendrez ici aussi que on n'aura pas en août de meeting de la Fed. Vous voyez que ça passe du 27 juillet au 21 septembre ici. Donc peut-être qu'il va vouloir marquer un grand coup et faire 100 points de base pour faire les 2 mois d'un coup, et puis une bonne fois pour toutes, voilà. Il prend un très gros risque s'il fait ça, bien évidemment. Il est un peu pris dans un étau, Jérôme Powell, entre la récession possible et puis freiner l'inflation, bien évidemment. Freiner l'inflation, pour moi, n'est qu'une histoire de temps. On n'aurait même pas forcément excessivement besoin de cette
hausse là, mais il va devoir la faire parce que politiquement, le marché, politiquement même, il va être obligé ici de faire une augmentation. Donc elle peut être de 0,75, de 100 points de base ou de 50 points même, hein. Il peut créer la surprise en ne faisant que 50 points. Néanmoins, et je vous avais montré cette charte il y a déjà quelques temps, vous voyez que l'inflation est une résultante de deux choses. La première chose, c'est les matières premières, et ça, c'est pas en bougeant les taux d'intérêt que vous allez agir sur les matières premières, notamment le pétrole, et puis bien sûr le blé, le cuivre, enfin voilà, tout ce qui nous sert à créer des produits et services et à les transporter. Donc ça, c'est la composante rouge que vous voyez là. Vous voyez que pendant le Covid, cette composante, elle était négative, c'est-à-dire que les prix corrigeaient énormément puisqu'on avait très peu de demandes. Le monde était confiné là à ce moment-là. Et puis petit à petit, on a cette part de plus en plus importante. On a ici, à partir de février, la guerre en Ukraine, fin février, voilà, juste ici. Vous voyez qu'on était à 1,5 et tout d'un coup, on passe à 2, 2,1, 2,6, 3,2. Donc là, on est sur une vraie augmentation, bien entendu, du coût des matières premières. Vous voyez que la hausse ici des taux de la Fed diminue l'inflation qui est due à la demande, celle qui fait qui est là parce qu'on a trop d'accès au crédit, on a trop de création monétaire et on a trop d'accès au crédit, donc du coup, on doit freiner ici la demande, sinon l'économie est en surchauffe. C'est ce que fait la Fed, tout simplement, avec ses hausses successives de taux. Je pense, moi, sincèrement, que toute cette partie-là, c'est-à-dire cette inflation qui est due aux matières premières, va bientôt diminuer. Donc bientôt, on aura conjointement diminution de l'offre en raison de la hausse des taux de la Fed et diminution de la demande, et diminution de l'inflation des matières premières, tout simplement parce que le marché est ici en train de pricer une récession. C'est ce que je vais vous montrer en vous montrant le pétrole. Ici, le baril de brut. Vous voyez que ça, c'est la date de l'invasion c'est même ici, sur ce niveau-là, la date de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Vous voyez que le pétrole tout de suite dans la journée monte aux 100 $. Hein. On était ici au 94. Et vous voyez que depuis, on est venu retester quasiment ce niveau-là. On a rebondi dessus. On est revenu à nouveau se casser la tête sur ce qui désormais ici est une résistance, sur cette droite de tendance-là. Et globalement, je pense ici qu'on va assez rapidement revenir au niveau d'avant-guerre, c'est-à-dire les 93-94. On avait en même temps aussi une autre narration dans tout ce temps-là. Je parle là de ça. C'est que l'Arabie Saoudite n'a pas voulu ouvrir grand les robinets. Au moment de la reprise post-Covid, l'Arabie Saoudite n'a pas voulu ouvrir grand les robinets et la Russie non plus. Donc tout, on va dire les BRICS, puisque désormais on pourrait presque analyser l'Arabie Saoudite comme faisant partie des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et bientôt, je pense qu'on pourra rajouter dedans l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu une visite dernièrement, par exemple, de Biden en Arabie Saoudite qui s'est pas très bien passée. On sent ici que vraiment l'Arabie Saoudite est en train de se libérer plus ou moins du joug américain. Donc du coup là, enfin c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas ici on avait bien entendu augmentation du pétrole, augmentation qui est partie en flèche suite à l'invasion de l'Ukraine. Et là en ce moment, depuis principalement ce niveau-là, on price une récession, c'est-à-dire que le cours du pétrole se dit tout simplement, il va y avoir de moins en moins de demandes pour les biens et services, etc., puisque l'économie mondiale va ralentir, donc du coup, potentiellement, ici, le pétrole va devenir moins cher, le marché a toujours de l'avance, et donc du coup, ici, le marché se dit, tout simplement, je price le fait que le pétrole va désormais diminuer. Mais globalement, ce qu'il est important de voir ici, c'est qu'on est quasiment au niveau qui précédait la guerre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Sur le cuivre, le 24 février, il est où? Il est ici, donc là, vous voyez qu'on est carrément en dessous. Hein, donc 24 février, il est par là, voilà. Le cuivre ici avait largement augmenté depuis. On va d'ailleurs mettre une petite barre ici, voilà. Le cuivre avait depuis largement augmenté, et là vous voyez qu'on est passé largement en dessous. Sur le blé, même chose, le blé avait énormément augmenté suite à l'invasion de l'Ukraine, donc on se met au 24 février, c'est là, ici, et c'est littéralement la même chose, c'est-à-dire que là on est en dessous. Donc pour moi, le temps que le marché, que les biens et services, bien entendu, actent cette diminution du prix des matières premières, mais pour moi, on peut le regarder sur l'indice des commodités dans leur ensemble. On va chercher le 24 février également sur cet indice-là. Donc ça sera une vidéo assez complète, mais je pense vraiment intéressante. 24, on est ici. Vous voyez que l'indice des commodités est pile poil au niveau de l'avant-guerre.
Donc concrètement, on peut imaginer ici, quand je reviens sur mon graphique de l'inflation, que ce niveau-là à 3,2% va à minima revenir autour des 1,5, voire en dessous. Si on continue à pricer une récession, on peut aller en dessous. Donc on va petit à petit, au fur et à mesure des mois prochains, avoir peut-être une courbe de l'inflation qui s'infléchit, sauf gros événement mondial, bien entendu, qui fasse que tout ça parte beaucoup plus fort. On peut imaginer également que la politique de la Fed est en train de porter ses fruits. Là, on avait une inflation qui était à 6,5%, qui désormais est en train de passer à 5,9. Donc on a une conjonction du marché qui price une récession, plus une conjonction des taux de la Fed qui ont effectivement leur effet, et donc du coup potentiellement un pic d'inflation qui sera bientôt atteint, peut-être pour le mois prochain. Donc ça, les marchés vont apprécier ça, parce que tout simplement, ça veut dire que la Fed va peut-être à un moment donné calmer un petit peu cette hausse de taux très agressive, et le fait que la Fed augmente ses taux très rapidement, bien entendu, le marché le prend mal, puisque le cash est mieux rémunéré, et donc du coup, ça sous-entend que des stratégies risk-off sont plus intéressantes. Ensuite, on va aller voir les nouvelles de cette semaine. On va principalement faire du calendrier ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme earnings cette semaine. On a aussi des earnings en ce moment, c'est-à-dire que les entreprises publient leurs bénéfices. Globalement, demain, on aura McDo, General Motors, Alphabet, donc Google, et Microsoft qui vont publier. Donc, des mauvais earnings pour la tech voudrait dire potentiellement correction du Nasdaq. On sait que le Bitcoin est assez fortement corrélé au Nasdaq. Donc, du coup, ça pourrait être ici des mauvaises nouvelles. Des bons earnings serait plutôt une bonne nouvelle. Mercredi, on aura Meta, donc Facebook, qui va également publier ses bénéfices. Et jeudi, on aura Apple et Amazon. Donc pas mal de earnings de la tech. Moi, c'est ce qui m'intéresse, sur Bitcoin, beaucoup plus que... Enfin, pour Bitcoin, c'est ce qui m'intéresse, ce sont les earnings de la tech, tout simplement. Et là, on voit qu'on a énormément de publications de earnings sur les 3-4 prochains jours. On en a parlé également, mais bien évidemment, on a la conférence de presse de Jérôme Powell, qui aura lieu à 20h30 mercredi. Mais aussi et surtout, on a le GDP. Le GDP, c'est le PIB américain, tout simplement. Vous voyez ici qu'on a une médiane qui nous donne 0,3. J'avais vu aussi des consensus qui disaient 0,8. Donc, pour l'instant, le marché refuse de pricer une récession. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'on aura également une croissance négative pour ce trimestre, étant donné ce qu'on a vu sur les earnings, etc., et ce qu'on a vu sur les entreprises qui licencient, etc., ce sont quand même des signaux ici qu'on est potentiellement ici en train de parler de récession. On dit que c'est une récession devient une récession à partir de 2 trimestres d'affilée de croissance négative. Là, pour le coup, on pourra poser, si jamais jeudi, on a une croissance négative, tout simplement, on pourra dire oui, on est en récession, c'est officiel. Et on a également le PCE, alors c'est moins puissant que le CPI, mais on aura le core PCE également, donc on aura des infos sur plus ou moins l'inflation de la demande, et ça ce sera pour vendredi. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de news cette semaine, beaucoup de choses qui vont sortir, et que ça va être vraiment crucial. Les marchés vont ici prendre ces nouvelles au jour le jour, et ça va peut-être créer pas mal de volatilité. Soit ça crée de la volatilité, soit ça crée tout simplement de la latéralisation, c'est-à-dire personne ne fait rien, on se regarde. C'est ce qu'on va voir bien entendu dans les jours prochains. Mais donc du coup, pour résumer, vous aurez les earnings, vous aurez la conférence de presse de Powell avec annonce de soit 0,75%, soit 1% de hausse des taux directeurs. Vous aurez le GDP, donc du coup, est-ce qu'on est en récession ou pas? Et vous aurez l'inflation, est-ce que on a à nouveau un core CPI qui est à la descente, c'est-à-dire est-ce que ça continue de descendre là pour le mois de juin, puisqu'on est en juillet, donc on aura les infos pour le mois de juin. Voilà un petit peu pour les news. On va désormais passer sur le sentiment. On va pas aller voir les news globales parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Voilà pour mon explication de pourquoi je pense qu'on a trouvé ici un pic au niveau de l'inflation et pourquoi je pense que ce pic-là était tout simplement le mois dernier. Alors c'est peut-être un petit peu early d'en parler maintenant, mais il vaut mieux être trop tôt que trop tard. Et surtout, voilà, je vous explique également le fond de ma pensée et pourquoi
Je pense toutes ces choses-là. On passe sur le sentiment dorénavant. Donc le carnet d'ordre, on n'a pas énormément de choses à dire. Vous voyez qu'on a très peu d'ordre à la vente ici. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Voilà, il y a vraiment quasiment rien à la vente au-dessus. On a des choses très près du prix, mais c'est normal. Hein. C'est vraiment sur le très court terme. Globalement, en haut du range, on a vraiment rien à la vente. En bas du range ici, enfin en dessous de l'action de prix, on a quelques petites choses ici autour des 20 000, mais vraiment pas grand-chose. Et vous voyez que le gros des ordres se concentre vraiment ici sur la perte du niveau des 19. Hein. On commence à vraiment avoir des choses à l'achat au niveau des 19. Donc on a des bonnes chances si on descend à 19 que les 19 tiennent, puisque c'est un prix qui intéresse plus ou moins le marché. Pour les options, grosse clôture d'options à 76 000 bitcoins ce vendredi également, donc on aura en plus cette news des options qui va quand même, c'est un gros niveau, hein, 75 000 bitcoins, c'est une option de fin de mois, donc ça commence à peser un petit peu. Ici le max pain price pointe vers les 23 000, globalement je dirais que n'importe où entre 22 et 24 pourrait satisfaire les vendeurs d'options. Voilà, globalement, il n'y a pas de strike énorme. Le premier strike ici, vous le voyez, il est à 20 000 en fait. Et le deuxième gros strike au-dessus, il est à 24. Donc entre 20 et 24, ça ne nous donne pas ici, on n'a pas vraiment d'énormes strikes à côté du prix. Voilà, même terminer à 23 500 ou 24, ça serait pas gênant pour le marché. Ici, je vous ai déjà fait les niveaux pour les prises de liquidité en levier. Globalement, on a travaillé un fort niveau là que j'avais mis en surépaisseur autour des 21,8. Donc ça, c'est bien qu'on l'ait pris. Et dorénavant, la prochaine chose à prendre éventuellement, ça serait les 21,2. Vous le voyez, il est en surépaisseur aussi. On a créé un tout petit niveau à venir prendre ici au 22 et on a un niveau assez conséquent à venir prendre au 23 700. Donc voilà, ça c'est pour les marchés en levier où on sait où il y a de la liquidité plus ou moins puisqu'on fait l'analyse en 5 minutes et on essaye de regarder qui est rentré en long, qui est rentré en short. Ici, en face, on est sur iBlock. Les positions en levier depuis moins de 5 jours, vous voyez que le marché ici s'est retourné hein, en faisant ici cette correction, il a quand même nettoyé pas mal de tout ce qui s'était fait ces 5 derniers jours. On s'est surtout retourné parce que tout simplement on a passé 5 jours depuis, c'est-à-dire qu'on était à 10 milliards de longueur. Il y a encore de la liquidité en dessous, c'est ce que je vais refaire un point là-dessus pour vous remontrer. Mais là globalement sur les 5 derniers jours, on a plutôt accumulé du shorter avec 10 milliards de positions leveragées à venir chercher depuis les 5 derniers jours. Si jamais on devait aller prendre la zone dense là qui est ici, globalement on pourrait imaginer que venir chercher les 23 500 serait déjà satisfaisant pour le marché. Sur Kingfisher, ça nous dit un peu ça nous dit pas vraiment la même chose. Ça nous dit plutôt qu'il faudrait ici plutôt aller chercher les 20 000 avec un joli strike ici là à venir prendre autour des 20 000 $. Donc une correction aux 20 000. Principalement, et c'est ce que j'avais dit sur le prix, je vais d'abord vous expliquer cette histoire de liquidité et comment je la vois moi. Donc on va peut-être se mettre en 1 heure pour avoir une vision un petit peu plus large voilà, des choses. Voilà. Et voilà. Donc, quand on est parti des 19, donc ici, là où il y a cette grosse barre, je vous ai dit, oulala, on part, d'accord, mais sincèrement, on est en train d'accumuler du longueur au-dessus et c'est pas vraiment une bonne chose. On a accumulé ici 3 gros niveaux en montant et vous voyez que depuis ce plus bas ici des 19, donc, le moment où on part, en fait, on avait cumulé quelque chose comme, on était à 4,71, on est monté jusqu'à 6,84, ça fait globalement 2 milliards en position au-dessus. Là, on a fait cette correction et vous voyez que dans cette correction, on est passé de 6,80 à 5,58. Donc, on a perdu la moitié de ces gens-là qu'on avait attrapés sur le chemin en route. C'est-à-dire qu'on a globalement liquidé 1 milliard sur les 2 milliards qu'il y avait en position. Là, vous voyez que la demande au spot est de moins en moins forte, mais elle est toujours croissante. Hein. Pour moi, on regarde sur la totalité du mouvement. Si on regarde juste depuis le plus bas, là, on a quand même une demande au spot qui est croissante avec des petits rebonds, 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. C'est plutôt une bonne chose. Sur le CVD, donc le cumulative volume delta, j'ai de plus en plus de volonté d'achat ici au spot. Ce qui m'avait dérangé, moi, c'est cette très grosse entrée là du funding et de l'open interest en même temps, où je vous avais dit, c'est là que justement se trouvent les 1 ou 2 milliards. Pour moi,
Avant, on avait assez peu de gens ici qui étaient rentrés en short sur tout ce mouvement. On a eu beaucoup plus de longueur que de shorteur. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai dit, oula, attention, on est en train d'accumuler du monde et potentiellement, on pourrait revenir faire un tour au 19. Donc, c'est ça que je voulais exprimer quand je parlais de iBlock tout à l'heure et quand je parlais également de Kingfisher. Donc, moi, mon cœur irait plutôt, enfin, ma sensibilité irait plutôt dans le sens de Kingfisher en disant, oui, il y a de la thune à prendre au niveau des 21 000 déjà, et puis potentiellement jusqu'à 20 000 ici, voilà. Là, pour moi, on aura corrigé déjà suffisamment. Retourner complètement au 19, peut-être pas, mais peut-être aussi, voilà, ça pourrait être vraiment cette volatilité-là qu'on attendrait cette semaine. Donc, je vais terminer en faisant ce point-là sur l'action de prix dans sa globalité. On sait donc que ici il y a du fric sous ce point-là, donc sous les 19 là, ici il y a vraiment pas mal de fric, et on sait qu'il y a pas mal de fric également à peu près sous ce point-là. On va dire voilà, c'est en gros les deux barres blanches que vous voyez là. Si on les traverse, ça veut dire qu'on vient simplement prendre de la thune. Donc si on a des news baissières qui vont aider le CVD spot à se retourner, puisque le CVD spot c'est le chemin de moindre résistance, c'est l'endroit vers lequel le marché a envie d'aller, et les market makers, étant donné que en plus on a de la liquidité là-dessous, si jamais le CVD spot se retourne, vont se faire un plaisir d'aider ce mouvement, tout simplement en vendant des BTC au spot, puisqu'ils ont pris des contrats contre vous, le market maker apporte de la liquidité, ils ont joué contre les contrats en levier, et pour eux le but c'est tout simplement de jouer le volume, donc d'essayer d'aller chercher des niveaux de prix sur lesquels vous êtes perdant. Donc globalement, on pourrait tout à fait donner raison ici à ce flag haussier. Oui, c'est une possibilité, sincèrement, et voilà, ça serait plutôt une bonne chose. Moi, je suis pas du tout contre, pour tout simplement ici repartir directement, et même sans aller vraiment, peut-être en allant chercher simplement ce niveau-là des 21 400 par exemple en bas du flag, et là repartir. Ça pourrait tout à fait être possible. Néanmoins, moi, ce que j'identifie, et ça fait plusieurs jours que je le dis, c'est que, comme je vous le disais là, il y a pas mal de fric ici, et il y a pas mal de fric là également. Donc je dis, en fait, il me manque un spring, où on vient chercher en dessous de tous ces niveaux-là. Et globalement, ce drapeau baissier que vous voyez là, ici, là, dont je vous parlais tout à l'heure, oui, il est joli, oui, il se place plutôt bien, et je trouve que même quand on le regarde en 4 heures, il est vraiment nice, quoi, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'ai un petit peu du mal à y croire, moi. Donc, tout simplement, quand est-ce que j'aurai mes confirmations? À la cassure de ce flag. Si jamais on casse le flag qui est là, vers le bas, là, ça veut dire qu'à minima, on vient filer cette box d'achat, là, ici, qui est une box d'achat institutionnelle, donc ça veut dire qu'à minima, on vient soit buter sur cette résistance, soit carrément jusqu'en bas de la zone. C'est-à-dire que là, vous comprendrez que on refait un tour sur cette résistance oblique là, qui est tout simplement à l'inverse, cette correction parallèle qu'on est en train de faire là, qui est plutôt un bear flag. Bon, alors là, on a dévié, donc pour le moment, c'est plutôt encourageant. Eh bien, on fait comme ça en fait, c'est-à-dire 3 points pour repartir, si on repart après. Enfin, c'est pas la question, mais en tout cas, on reviendrait visiter plutôt ici les 20 000. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si jamais on donne raison... Hop, je nettoie parce que ce biseau ascendant là, c'est une figure qui est plutôt bearish en trading, et qui elle dit on va revenir au début de la figure. Donc ça veut dire qu'on a fait une déviation dans ce sens là maintenant cette fois-ci, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une déviation sous ce niveau-là, d'accord? Ça, c'est le spring. C'est-à-dire, tout simplement, on va venir prendre la liquidité qui s'était cachée en dessous de ça, d'accord? On a aussi de la liquidité cachée en dessous de ça, c'est évident. Des gens qui jouent le fait qu'on a eu le bottom ici, donc ça c'est important de le comprendre. Donc en fait globalement, et malheureusement j'aime pas ne pas dire une direction claire, etc., mais là je vais plutôt donner des points de signal. Pour moi, si on casse ce flag là ici à la hausse, ça veut dire qu'on a des bonnes chances de rester dans cette zone là de volume profile où on n'a pas grand chose, si je vous montre un petit peu l'action de prix dernièrement, vous voyez qu'on a un trou ici, donc le marché pourrait être attiré par le fait d'aller à la target justement de ce flag et passer un petit peu de temps entre les 20, allez admettons si on prend la borne vraiment basse, 21 800 et les 28. C'est d'ailleurs ce que le marché est pour l'instant en train de nous montrer, c'est-à-dire que il montre un refus de rentrer à nouveau dans cette zone-là, celle où j'ai justement ce point violet là d'invalidation qui désormais semble agir plus ou moins comme une zone où on temporise.
Par contre, si jamais on casse le flag à la baisse, donc ici, si jamais ça casse à la baisse, comme je vous le disais, les 3 niveaux à surveiller, c'est celui-là, celui-là et celui-là, tout simplement. Et on a des bonnes chances d'aller voir les 3. Globalement, je ne vois pas de résistance vraiment importante ici, là, il y en aura pas. Mais par contre, peut-être qu'ici, ça pourrait tenir. C'est-à-dire qu'on n'irait pas au 19, on aurait suffisamment nettoyé pour repartir ici, en haut de cette zone-là. Donc voilà les niveaux. Si vous mettez des Fibonacci, vous allez voir que ça correspond à des niveaux cohérents aussi. Tout simplement, si je vous prends un Fibo et que je vous le mets déjà sur cette ligne-là, comme ça on va être assez complet, 24 minutes, bon voilà. Globalement là on a perdu le premier arrêt et repartir à partir d'ici ça correspondrait à venir prendre les 0,5. Globalement ici on a les 0,786, bon bah c'est comme ça que j'ai tracé cette box, donc on voit que c'est ici une box institutionnelle d'achat intéressante, même jusqu'en bas de la box. Et globalement si jamais on tire le Fibo jusqu'au début du mouvement, donc vraiment sur la totalité, vous voyez que là on est en train de batailler tout simplement avec le premier arrêt. Les 0,382, ça c'est le premier arrêt. Si on perd le premier arrêt, on ira plutôt 0,5, donc ici, donc ça nous donne les 21 000, effectivement, comme target. Et si jamais on doit vraiment aller en zone de rechargement, ça nous donne justement cette zone de 19 à 20 000 ici pour donner une bonne zone d'entrée pour les institutionnels. Donc clac, clac, d'accord ? Voilà, j'ai du mal à croire dans ce flag, mais tout comme j'ai eu un petit peu de mal à croire dans ce mouvement, je pensais vraiment qu'il trouverait une fin plutôt par ici, c'est-à-dire au 22 700. On est monté ici jusqu'au 24, donc vous voyez que bien entendu c'est tout à fait ici assez compliqué de lire le marché en fonction des liquidités en tout cas, mais que je sais que le CV des spots actuellement est croissant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça pourrait même nous donner ici, sincèrement, admettons que les news soient pas trop mauvaises et que Powell nous annonce 75 points de base, que les earnings soient pas trop mauvais, donc on n'ait pas une chute du Nasdaq assez violente ici, effectivement on sait qu'on va aller en récession, donc le marché l'a déjà pricé plus ou moins, ou en tout cas qu'on ait une croissance de 0,1, voilà, quelque chose de même pas négatif mais très légèrement positif, admettons. Et admettons que le corps ici soit à la baisse, donc le marché ici, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent comme moi, c'est-à-dire que le pic d'inflation a désormais été trouvé, et ben le bottom de marché se trouvera là où se trouve le pic d'inflation. Il ne se trouvera pas sur une augmentation ou une baisse des taux de la Fed, etc. Il se trouvera sur le fait que le marché anticipe une fin de l'inflation, donc finalement se donne les 3 mois d'avance qu'il a en permanence pour pouvoir pricer les bonnes choses. Donc, on surveillera ici la cassure de ce flag, vraiment tout principalement, pour savoir est-ce qu'on va aller s'installer dans la zone des 22 à 28 pour les prochains temps, ou alors, si on le casse à la baisse, est-ce qu'on va plutôt vers un retest des 21, voire des 19 ? Voilà, c'est ça la question en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est ça. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a abordé pas mal de choses ici. On n'ira pas voir la market cap totale ici. Aujourd'hui, on n'ira pas voir la stablecoin dominance, etc. Je pense que c'était une vidéo assez complète sur l'inflation et sur tout ce qu'il y a à venir cette semaine. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement mettre un like, c'est important. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que ça vaut bien les 3 ou 4 secondes de mettre un petit like en bas de la vidéo. Et puis, je vais sortir un tuto aujourd'hui aussi sur le RSI stochastique, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis voilà, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con, c'est-à-dire pour voir si les gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je leur demande un commentaire qui n'a rien à voir avec le cours du Bitcoin. Le commentaire à la con du jour sera sur... eh bien tiens, on va le faire sur les Magic Mouse puisque j'ai bientôt plus de batterie. Quelle est la personne qui aurait cette idée de mettre le chargeur de la souris sous la souris, hein, voilà, donc je vous le demande. À quel moment l'ingénieur a eu l'idée de se dire ça c'est une bonne idée en design d'aller charger la souris, c'est-à-dire que vous pouvez plus utiliser la souris quand vous la chargez. Voilà, expliquez-moi. Si quelqu'un a la réponse en commentaire, n'hésitez pas à m'expliquer. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin et probablement une analyse d'altcoin également. On aura sûrement pas mal de réponses demain sur ce biseau
et les intentions primaires, on va dire, du marché. Je pense qu'il y aura quand même un petit peu de volatilité à venir cette semaine. S'il n'y a pas de volatilité, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le marché est dans l'attente et que donc du coup, principalement, vous comprenez qu'ici on anticipe quand même des news qui sont à la fois mauvaises, mais pas si mauvaises que ça en fait finalement pour le marché. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Abonnez-vous et mettez un like. N'hésitez pas à mettre un like. À très bientôt.